Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, c'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous pour cela. Alors là, c'est le point sur l'Ukraine du 21 octobre 2023 avec comme titre Les États-Unis aideront-ils l'Ukraine ou Israël, voire même les deux en même temps? Le peuvent-ils? Le veulent-ils vraiment? Je répondrai à toutes ces questions. Et autre information importante, les Russes avancent toujours lentement sur le front, sur quasiment tout le front. Lentement, mais sûrement. Voilà. Alors, cette vidéo, comme d'habitude, est en trois parties. Il y a les informations générales qui seront suivies de ma conclusion et enfin la carte militaire afin de savoir ce qu'il se passe plus exactement sur le front. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que je vais vous donner que les grosses lignes du front, hein. Si vous voulez tous les détails, faudra aller à la carte militaire vers la fin de la vidéo. Et là, vous aurez des cartes, bien évidemment, avec des explications précises. Bref, donc là, on va tout d'abord parler d'Avdiivka, qui est la plus grande forteresse ukrainienne sur le front présentement. Avdiivka qui est dans un chaudron. Là, les Russes ont fait deux pinces, une pince nord, une pince sud, pour entourer au maximum Avdiivka. Parce que je vous rappelle qu'Avdiivka étant dans un chaudron, elle est presque encerclée, pourrait-on dire. Je rappelle qu'Avdiivka n'a plus d'approvisionnement, apparemment depuis environ 2-3 semaines, aux dernières nouvelles, bien que cette information ne soit pas très sûre. Mais en tout cas, présentement, il n'y a plus d'approvisionnement. Avdiivka, c'est une énorme forteresse parce que pendant plus de 8 ans, elle a été fortifiée par l'OTAN, pourrait-on dire, avec les Ukrainiens bien sûr, pendant qu'il y avait les discussions sur les accords de Minsk 2. Et donc là, les Russes ont des difficultés concernant la pince nord, puisque d'habitude, c'est à la pince nord qu'ils avançaient le plus. Là, ils ont été arrêtés par des tirs intenses d'artillerie côté ukrainien. C'est pour vous dire à quel point les Ukrainiens avaient des dépôts de munitions absolument énormes, puisqu'ils se sont permis, là, soudainement, d'utiliser beaucoup plus l'artillerie qu'avant. Alors le problème, c'est que ça a double tranchant, c'est que oui, ça a arrêté la pince nord côté russe, ça a même fait des morts côté russe, ça c'est avéré. Alors je ne sais pas combien, quelques dizaines, on ne sait pas combien, mais pas beaucoup, très peu. En tous les cas, c'est à double tranchant parce que là, ils ont utilisé énormément leur artillerie alors qu'ils ne sont plus approvisionnés. Ce qui fait que, évidemment, à un moment donné, ils seront épuisés au niveau des obus. Mais bon, c'est leur décision. Alors maintenant, le problème, c'est que la pince sud, eh bien, la pince sud d'Avdiivka, les Russes avancent. Les Russes avancent bien, malgré le fait que les Ukrainiens ont envoyé des forces de la région d'Orirov, c'est-à-dire de l'oblast de Zaporojye, pour aider Avdiivka, et des forces du nord vers de Kupiansk, de la région de Kupiansk, ont été envoyées pour aider les Ukrainiens à Avdiivka. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire, mais en tous les cas, c'est ce qui se passe depuis déjà au moins 2-3 semaines. Alors, autre information importante, il y a eu une avancée sur le flanc sud de Klishkievka. Klishkievka, c'est au sud de la ville de Bakhmut, maintenant appelée Artyomovsk par les Russes. Donc Klishkievka, il y a eu une avancée ukrainienne, petite mais réelle, sur le flanc sud de cette ville. Donc je vous rappelle encore une fois que c'est au sud de Bakhmut. Ensuite, il y a eu une opération amphibie importante dans l'oblast de Kherson, plus précisément à côté du pont d'Antonivka, pardon. Donc assez importante pour que Vladimir Poutine en parle quand il était à Pékin pour le forum Ceinture et Route, forum organisé par la Chine. Et il a dit que cette opération amphibie qui a fait que il y a une troupe ukrainienne qui a traversé le Dniepr avec succès
et a parcouru quelques kilomètres, a été complètement détruite par l'armée russe. Donc même Vladimir Poutine a souligné ce fait. Enfin, dernier point pour toujours être dans les grosses lignes, dans la région d'Orerov, c'est-à-dire dans l'oblast de Zaporojye, là où la grande offensive ukrainienne devait avoir lieu pour faire une percée vers Tokmak, eh bien, des troupes ukrainiennes ont été massacrées. Elles sont dirigées vers Labotino, ensuite elles ont piqué vers Valbové, et c'est en piquant vers Valbové qu'elles ont été tuées. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait dire dans les grosses lignes sur le front, sachant que les Russes, sur le front d'environ 900 km en moyenne, avancent toujours régulièrement. Ils font leur petit bonhomme de chemin. Alors maintenant, on va revenir aux informations générales de base et on va parler des attaques MS. Cela a été confirmé, l'Ukraine a bien tiré des attaques MS. Attaques MS venant d'un lot de 12 missiles qui auraient été acheminés secrètement par les États-Unis. Mon avis personnel, c'est qu'ils ont nullement été acheminés secrètement par les États-Unis. Ça, c'est la version officielle. Mon avis, c'est qu'ils étaient là depuis longtemps et qu'ils les ont utilisés exactement comme ce fut le cas avec les munitions à uranium appauvri anglais que les Anglais devaient livrer. Ils les ont livrés officiellement, mais comme il y a eu une explosion d'un énorme dépôt d'uranium appauvri, de munitions d'uranium appauvri, et qu'on s'est aperçu que c'était bien des munitions d'uranium appauvri, 2 jours après que l'Angleterre ait dit qu'elle allait livrer des munitions à l'uranium appauvri. Donc ils ont été grillés. Et moi, je pense que pour les attaques MS, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils les avaient déjà depuis très longtemps. Ce n'est que mon avis. Bref, donc ça, c'est un article d'Ere Cosmos qui confirme le tir au 17 octobre. 6 missiles auraient été tirés, 3 auraient été arrêtés par les Russes. Les Ukrainiens disent qu'ils ont détruit 9 hélicoptères en faisant cette attaque sur l'aérodrome militaire de Berdiansk. J'ai aussi entendu dire que Lugansk avait été touché aussi, la région de Lugansk. Ça, je ne peux pas le confirmer. Une seule source en a parlé, mais tout le monde parle bien de la base aérienne de Berdiansk qui a été touchée. Ça, c'est certain. Alors, moi, d'après Simplicus the Thinker, une de mes sources les plus importantes depuis plus d'un an, extrêmement fiable, et bien grâce à lui j'ai pu avoir donc les vidéos qui ont été fournies par l'armée ukrainienne concernant les tirs de ces missiles. Donc, on va avoir... Alors bon, là ça, ça a démarré très vite, donc ça c'est la vidéo qui va vous montrer les 6 missiles tirés. Encore une fois, je le répète, c'est une vidéo de l'armée ukrainienne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et aussi, je vais vous montrer une photo d'un attaque MS qui a pas bien explosé apparemment, qui a été retrouvé. Et donc ça permet d'avoir des informations intéressantes puisqu'on apprend qu'il date de 1996, donc de vieux attaques MS qui n'ont qu'une portée de 165 km. Et ça expliquerait aussi pourquoi là il y a eu une malfonction et un des missiles n'a pas complètement explosé. Alors voilà ce que prétendent les Ukrainiens. Donc les Ukrainiens prétendent que 9 hélicoptères de combat ont été détruits. Alors maintenant côté russe, on aurait entre 2 et 3 appareils qui auraient été détruits. Alors pourquoi cette imprécision russe? Parce que d'après les Russes, il y en aurait un qui aurait été très endommagé mais réparable. C'est pour ça que l'information n'est pas sûre. On va dire qu'il y a 3 hélicoptères d'après les Russes
qui auraient été détruits. Il précise aussi que ce serait 3 Mi-8 et non pas de Ka-52. Il le précise. Alors pourquoi il le précise? C'est parce que ça aurait été 3 Ka-52, bah, ça aurait été un petit peu plus embêtant pour les Russes, parce que c'est beaucoup plus cher qu'un Mi-8, et c'est ce qu'ils utilisent sur le front, principalement les Ka-52. Ces hélicoptères de combat qui valent quand même très cher. Et les Russes précisent aussi qu'aucun pilote n'a été tué. Par contre, que des techniciens ont été tués et qu'il y a eu quelques blessés. Voilà, ça c'est côté russe. Alors cela dit, bah, les Russes certainement vont faire comme les HIMARS et les Storm Shadows, c'est-à-dire que bon, bah, ils vont les étudier et après ils vont être beaucoup plus à même de les intercepter. Là, les Russes disent qu'ils en ont arrêté 3 sur 6. Alors maintenant, c'est toujours pareil. Est-ce vrai, est-ce faux? Je ne le sais pas. Je répète, c'est tout. Donc, s'ils en ont arrêté 3 sur 6, bah, ça fait comme les Storm Shadow et les HIMARS. Donc, pour l'instant, ils ont du mal à les arrêter, mais avec le temps, évidemment, ils vont s'adapter et ils vont pouvoir arrêter ces attaques MS qui sont des vieux, très vieux missiles. Je le rappelle, parce qu'évidemment, les États-Unis n'ont pas donné leur meilleure attaque MS, qui peuvent aller au-delà de 300 km. Ça, c'est d'après la référence qui a été retrouvée, comme je vous l'ai montré, sur un missile qui n'a pas entièrement explosé. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les attaques MS. Alors là, maintenant, je vais vous montrer des images très rares, en fait, que je n'ai jamais vues, et pourtant j'en ai vu des centaines des vidéos sur le front ukrainien, d'un missile tiré par un K-52 à plus de 15 km par rapport à sa cible. Donc ça, ce sont des images de combat réelles, c'est-à-dire en action. Donc c'est très rare et d'assez bonne qualité. Et vous allez voir les pilotes en train de parler et en train de guider le missile alors qu'il arrive sur sa cible. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Et bon, alors évidemment, si on en croit ce que disent les Russes, donc leurs nouveaux missiles vont à plus de 15 km au niveau de la portée, ce qui est plus que les missiles Hellfire des hélicoptères Apache qui vont entre 10 et 11 km, hein, pas plus. Donc encore une fois, ce sont des nouveaux missiles russes, hein, c'est les tout derniers utilisés par les Russes. Alors d'habitude, les missiles utilisés par les Russes, leur meilleur avait une portée de 12 km. Là, ces nouveaux missiles ont une portée apparemment de plus 15 km, si on croit les dires russes, bien sûr. Alors je vous montre sans tarder cette vidéo exceptionnelle. C'est parti! Mince! J'espère que ça va pas dans les nuages. Pendant que je regarde cette image, est-ce que tu peux la voir? Je peux pas te dire. Je regarde les nuages, c'est brillant. Je vois les lignes. Ouais, l'image est mauvaise. Je regarde l'église. Je regarde le chemin. On est au-dessus des entrepôts. Corrige le tir. Plus haut, plus haut. Voilà, on y est. Corrige le tir. Sur la droite, sur la droite. Voilà. Sur la droite, sur la droite. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on vient de voir quelque chose d'impressionnant, c'est-à-dire un tir de missile par un hélicoptère de combat, un Ka-52, un missile qui peut être dirigé tout le long de sa trajectoire. C'est assez impressionnant, je dois l'avouer. En tous les cas, voilà, vous avez pu voir le dernier missile russe pour hélicoptère de combat Ka-52. Sans transition, on voit un autre article
Un article de Ukrainska Pravda, c'est-à-dire le journal ukrainien. Alors, article qui a été repris par Yahoo News. Au 19 octobre, que lit-on? Axios rapporte que les États-Unis donneront à Israël des munitions destinées à l'Ukraine. 3 responsables israéliens ont déclaré à Axios, sous couvert d'anonymat, que le gouvernement américain souhaitait donner à Israël des dizaines de milliers d'obus d'artillerie de 155 mm précédemment destinés à l'Ukraine. Selon Axios, les forces de défense israéliennes et le ministère israélien de la Défense ont déclaré à leurs homologues américains qu'ils avaient un besoin urgent d'obus d'artillerie pour se préparer une invasion terrestre à Gaza et une éventuelle escalade de la guerre le long de la frontière israélo-libanaise, c'est-à-dire contre le Hezbollah. Axios a également rapporté que des responsables américains ont suggéré que le détournement des obus de l'Ukraine vers Israël n'aurait aucun impact immédiat sur la capacité de l'Ukraine à lutter contre les troupes russes. Bien évidemment, c'est ridicule de dire ça, mais bon, je passe. Les États-Unis stockent les obus de 155 mm en question en Israël dans le cadre d'un accord entre les deux pays, indiqué Axios. Ces obus ont été progressivement retirés d'Israël et transférés en Ukraine depuis début 2023. Seul le personnel militaire américain a accès au site de stockage d'armes. Mais selon l'accord entre les deux pays, Israël peut utiliser les munitions dans un scénario de guerre à court terme avec l'approbation des États-Unis, a également rapporté Axios. Israël avait déjà eu accès à ces munitions lors de la guerre avec le Liban en 2006. Alors là, franchement, c'est à mourir de rire. Les États-Unis vont rediriger les obus qui étaient normalement destinés à l'Ukraine à Israël. Mais alors, je comprends pas. Ça veut dire que Israël n'avait aucun stock d'obus de 155 mm. Ça veut dire qu'Israël, autre scénario possible, a déjà utilisé tout son stock d'obus de 155 sur la bande de Gaza, ce qui expliquerait le nombre de morts, bien sûr, des Gazaouis. Mais ça me paraît extrêmement étonnant, voire extrêmement improbable. Alors, c'est quoi les États-Unis disent ils n'ont plus besoin de donner des obus à l'Ukraine. L'Ukraine a de quoi se débrouiller contre la Russie sans avoir besoin de plus d'obus. C'est ce qu'on a lu, on l'a lu ensemble. Voilà, des responsables américains ont suggéré que le détournement des obus de l'Ukraine vers Israël n'aura aucun impact immédiat sur la capacité de l'Ukraine à lutter contre les troupes russes. C'est fort quand même, C'est fort de dire ça. C'est même très culotté, j'ai envie de vous dire. Parce que là, l'Ukraine a plus que jamais besoin d'obus. Les Israéliens n'en ont pas besoin. Absolument pas. Bien sûr que les Israéliens ont déjà un stock d'obus de 155 mm. Là, ils les ont quasiment pas utilisés. Ils ont utilisé des bombes, là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire tout simplement que les États-Unis ont abandonné l'Ukraine et ont choisi Israël. Un choix tout à fait naturel et évident pour les États-Unis. Entre l'Ukraine et Israël, le choix était vite fait. Donc, bien sûr, l'Ukraine qui est déjà désespérée et qui avait surtout besoin d'obus de 155 mm, puisque je vous rappelle que c'est ce qui est le plus demandé par l'armée ukrainienne, et de tout temps d'ailleurs, alors que Israël en plus a déjà des stocks bien évidemment d'obus de 155 mm. Tout ça est une humiliation supplémentaire à la face de l'Ukraine et de Zelensky, puisqu'évidemment l'Ukraine sait très bien ce qu'il en est du matériel militaire israélien, bien évidemment. Donc pour l'Ukraine, c'est une humiliation supplémentaire et un sentiment d'abandon qui est cette fois tout à fait légitime. Sans transition encore, on a un article du New York Times du 20 octobre, et que dit-il? Guerre Israël-Hamas. Biden demande au Congrès davantage d'aide pour Israël et l'Ukraine.
La demande de 105 milliards de dollars du président Biden comprenait un financement pour aider Israël et l'Ukraine à lutter contre le terrorisme et la tyrannie, a déclaré la Maison-Blanche. Il contenait également des fonds de secours pour Gaza, où un couloir d'aide soutenu par l'ONU n'avait pas encore été ouvert. On ne va pas tout lire l'article, juste ce qui est le plus intéressant. L'administration Biden a officiellement demandé vendredi au Congrès un financement d'urgence pour Israël et Gaza, une demande qui visait à obtenir une aide désespérément nécessaire à l'enclave sous blocus qui semblait se heurter à des pierres d'achoppement. À Washington, l'administration Biden a lié l'aide à Israël à l'Ukraine, demandant officiellement au Congrès un financement d'urgence de 105 milliards de dollars, dont 10,6 milliards de dollars de soutien militaire à Israël et 64,4 milliards de dollars à l'Ukraine, beaucoup plus qu'Israël, mais c'est normal. La demande comprenait également environ 9 milliards de dollars d'aide humanitaire pour Israël, Gaza et l'Ukraine. Bon, maintenant, je vais vous en parler un petit peu plus en vis-à-vis. Alors, quand j'ai lu cet article du New York Times avec Joe Biden qui demandait au Congrès un budget de 105 milliards de dollars afin d'aider l'Ukraine et Israël, précisément 61,4 milliards de dollars pour l'Ukraine et 14,3 milliards de dollars pour Israël, j'ai vraiment souri. Alors en fait, Joe Biden, là, à mon avis, a fait une astuce politique assez habile de mettre la demande pour l'Ukraine et Israël dans le même panier afin que ça passe mieux au Congrès. Alors pourquoi il a fait ça? Parce que le Congrès a toujours été ultra influencé par la communauté juive et même compte énormément de membres juifs en son sein. Ils sont tous sionistes à fond. Et alors ça, c'est même pas un secret de polichinelle. C'est un fait reconnu de tous. Et depuis quoi? 70 ans, 80 ans, 90 ans, les lobbies juifs dans le Congrès américain, c'est une notoriété publique, il est ultra puissant. Et quand je dis ultra puissant, pour une fois, le mot n'est pas galvaudé. Il est tout puissant, en fait, en réalité. On pourrait même dire que le Congrès américain, c'est Israël qui le contrôle. Et je pèse mes mots, hein, j'exagère à peine. J'exagère à peine, c'est quasiment la même chose. Bref, donc il a mis ça dans le même panier en étant sûr que toute la demande à Israël, de toute manière, serait acceptée automatiquement, comme pour les raisons que je vous ai déjà dites. Et comme il savait que bon, ça allait être accepté pour Israël, le fait d'avoir mis le même budget pour l'Ukraine, il se dit, tiens, j'ai toutes mes chances que ça passe pour l'Ukraine aussi. Sauf que Biden a la mémoire courte, et on ne peut pas lui en vouloir étant donné son Alzheimer. Bien sûr, il a la mémoire courte parce que le Congrès venait de refuser il y a quelques semaines un paquet de 24 milliards de dollars pour l'Ukraine et une enveloppe directement disponible de 6 milliards de dollars toujours pour l'Ukraine. Ça, c'était il y a quelques semaines et ça avait jasé. Et là, maintenant, il se pointe en demandant 105 milliards de dollars. Et en plus, et là, si on parle que de l'Ukraine, de 64,1 milliards de dollars pour l'Ukraine. Là, on n'est plus avec 24 milliards plus 6. Là, on est à 64 milliards. Et en plus, il ne demande pas que ça, il demande en fait 105 milliards supplémentaires, tout simplement pour les deux pays. Et en incluant Israël, comme ça, il se dit, j'ai toutes mes chances, ça passe au Congrès, connaissant très bien le Congrès. Donc, politiquement, c'est habile de la part de Joe Biden. Quand je dis de la part de Joe Biden, vous m'avez compris. Hein. Joe Biden, lui, ne fait que lire un texte. C'est habile de la part de l'État profond, des néocons, des nouveaux conservateurs. C'est très habile, parce que là, ça peut passer en mélangeant Israël.
Alors évidemment, est-ce que le Congrès sera assez stupide pour ne pas voir l'énorme corde politicienne? Je ne sais pas, nous verrons bien. Mais en tous les cas, quand même, faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Et là, Joe Biden, il vient de prendre le Congrès pour vraiment une entité complètement imbécile, pour parler poliment. Parce que faut vraiment prendre le Congrès pour des idiots pour qu'ils acceptent ça. Alors que précédemment, ils venaient de refuser 24 milliards de dollars pour l'Ukraine. Et là, ils accepteraient 105 milliards. Donc ça veut dire que le Congrès, si là il disait oui, ça veut dire que le Congrès se dénigrerait lui-même en disant ah, quand même Israël, pour ça, on est prêt à toutes les folies, même si en acceptant, on risquerait de faire basculer tout le peuple américain contre le gouvernement présent, celui de Joe Biden, parce que imaginez-vous si c'était accepté par le Congrès américain. Imaginez-vous la réaction de la population américaine, qui est déjà en rage de tout ce qui a été donné à l'Ukraine depuis le début du conflit. Ils sont déjà en rage. Imaginez-vous si ça passait. Pour moi, Joe Biden a fait une manœuvre habile, mais habile si on regarde le petit bout de la lorgnette, pas plus loin que le bout de son nez. Mais en fait, c'est une erreur gravissime. Mais bon, enfin bref, c'est comme ça. Et en plus, une autre question se pose. Est-ce que les États-Unis peuvent se battre financièrement et militairement sur trois fronts? Alors pourquoi je vous dis trois fronts? C'est parce que certes, il y a l'Ukraine, mais on a oublié un petit peu vite Taïwan. N'oublions pas qu'il y a une flotte navale américaine en Asie-Pacifique. Il ne faut pas l'oublier. Et que quatre bases militaires américaines sont en train de se construire aux Philippines. Alors déjà qu'il y en avait déjà, il y en aura encore plus. Et pour les États-Unis, ça a toujours été la Chine. N'oubliez pas, si vous me suivez bien, dans mes points sur l'Ukraine, je vous avais dit qu'il y a un haut responsable du Pentagone qui prévoyait la guerre avec la Chine en 2024. Donc c'était très chaud, la Chine, pour les États-Unis. Donc là, il y a toujours un soutien militaire à Taïwan qui n'a jamais cessé, même s'il a beaucoup réduit, certes, mais il y a toujours une flotte américaine autour de Taïwan. Faut pas l'oublier. Et en plus, il y a l'Ukraine, bien évidemment, et maintenant il y aurait Israël. Non, là les États-Unis vont tout faire pour calmer le jeu, afin justement qu'ils puissent se concentrer sur le seul pays qui compte pour eux, c'est-à-dire la Chine. Donc bien sûr qu'ils ne peuvent pas se battre pour l'Ukraine et pour Israël en même temps, mais n'oublions pas la Chine. Donc oui, là ça ferait trois fronts. Donc je ne crois pas que les États-Unis fassent quoi que ce soit pour Israël, militairement, à part des petites aides anecdotiques, histoire de montrer le soutien des États-Unis à Israël. Israël est surpuissant par rapport au Hamas. Alors évidemment, si le Hezbollah entre en guerre avec Israël, là ça change tout. Là ça remanie complètement les cartes. Et si j'étais la Chine, j'en profiterais pour prendre Taïwan tout de suite, parce que là les États-Unis seraient pieds et poings liés et seraient obligés d'aider Israël. Je vous rappelle, Israël, 51e État des États-Unis dans les faits, hein. Pas officiellement, mais dans les faits, c'est ça. Donc les États-Unis, de toute manière, sont complètement coincés. Surtout que militairement, ils sont totalement épuisés, donc ils peuvent faire que des choses annexes, marginales. Je les vois même pas pouvoir se battre contre le Hamas et le Hezbollah tout en aidant Israël. À mon avis, les États-Unis n'ont strictement aucune chance, à moins d'envoyer toutes leurs forces sur ce point-là. Faut pas oublier que le Hezbollah et le Hamas ont de très grands soutiens et que si les États-Unis entraient en guerre sur le sol israélien en allant en Palestine, bah ça ferait
un changement de géopolitique militaire complet. Ça rebattrait complètement les cartes au niveau mondial. Alors là, pour le coup, ça poserait d'énormes problèmes. Il y a déjà des MiG-31K en mer d'Azov qui, euh, qui survolent en permanence la mer d'Azov dotés de missiles Kinjal hypersoniques. Ce qui veut dire tout simplement, bah, vous voyez, on envoie des MiG-31K avec des missiles Kinjal en mer Noire, c'est pas pour rien. C'est au cas où vous, les États-Unis, interviendrez un peu trop brutalement. Nous, on serait là pour vous calmer et les premières victimes, entre guillemets, seront vos porte-avions. Voilà. Donc la Russie est là et elle va veiller au grain. Vous voyez, donc déjà tout est prévu. Donc non, je ne vois pas les États-Unis intervenir en Israël. Ils n'en ont pas les moyens financièrement et militairement. Oui, financièrement, parce que les États-Unis, au niveau budget militaire, sont complètement à l'os. Le Congrès a déjà hurlé, le peuple américain a déjà hurlé. L'enveloppe de 24 milliards pour l'Ukraine a été refusée, je vous le rappelle encore une énième fois. Donc, se combattre sur tous ces fronts, pas possible. Les États-Unis, à mon avis, vont tout faire pour calmer le jeu afin que ça se passe bien et qu'ils aient plus à s'occuper d'Israël pour revenir peut-être en Ukraine. Et encore, je n'y crois pas un instant. À mon avis, ils vont tout faire pour se concentrer sur la Chine. Alors, en conclusion, alors tout d'abord, parlons du front ukrainien. Alors, comme je vous l'ai dit, les Russes avancent toujours, ils prennent de plus en plus de territoire, toujours incrémentalement, toujours lentement mais sûrement. Et côté ukrainien, bah, c'est toujours pareil. Ils envoient des petits groupes de soldats pour faire des opérations entre guillemets que je nommerais commando ou de reconnaissance, de reconnaissance d'offensive. Je ne sais pas comment appeler ce qu'ils font. En fait, je crois que ça ne s'est jamais fait. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que pour moi, et comme je vous le dis maintenant depuis plus d'un an en fait, bah, ce sont des envois de troupes de communication en réalité. Là, c'est que de la communication, il n'y a aucun but militaire, sérieux tout du moins. Alors peut-être un peu de reconnaissance, mais de la reconnaissance, si tout le monde meurt à chaque fois, est-ce que c'est vraiment de la reconnaissance? Non, c'est du suicide. Et ça a toujours été du suicide depuis plus d'un an. Là où ça pouvait être sérieux, c'est le 4 juin 2022, quand l'Ukraine a lancé sa grande offensive. Quelque chose de, on va dire, sérieux. Mais sérieux avec beaucoup de guillemets. Une grande offensive avec une artillerie quasiment épuisée, on va dire maigrelette, et sans appui aérien. C'est quoi comme grande offensive? Aucun général ne ferait ça sans appui aérien, au moins, et sans une artillerie puissante en réalité. Donc là, on n'a ni l'artillerie puissante, il y en a une, mais qui est légère, on va dire, si on fait une moyenne sur tout le front, et aucun appui aérien. Face à des champs de mines jamais vus dans l'histoire, face à des lignes, maintenant qu'on a appelé lignes de Soulovikine, bah, que beaucoup considèrent infranchissables, quoi, infranchissable au vu de l'état de l'armée ukrainienne, bien évidemment. Donc, armée ukrainienne qui est à l'os, qui a des problèmes de recrutement, qui a des désertions massives, qui est obligée d'envoyer des femmes, et même tout dernièrement des femmes enceintes. Je vous rappelle que même les adolescents de 16 ans sont envoyés, hein, je vous rappelle, de 16 à 65 ans. Voilà, donc c'est une mobilisation générale comme on n'en a jamais vu dans le monde moderne occidental, pourrait-on dire. Donc c'est extrêmement grave côté ukrainien. Et le plus grave, c'est que Zelensky s'attache toujours à des envois de troupes de communication, puisqu'il n'y a aucun intérêt militaire et qu'en fait, on ne peut même pas parler de troupes de reconnaissance qui vont voir comment ça se passe en terre hostile, même pas, puisqu'ils reviennent jamais. Donc ils se font toujours massacrer systématiquement.
Pour l'instant, à ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, des milliers de rapports Telegram que j'ai lus, de tous les journaux que j'ai lus, je n'ai jamais vu un groupe ukrainien qui a fait une incursion en territoire ennemi et en revenir vainqueur ou intact, ou avoir fait une percée. Moi, soit il y a une grande partie qui se sont fait massacrer, avec quelques fuyards qui ont pu s'en sortir, ou soit ils ont été totalement massacrés. Moi, je n'ai que ça comme rapport, depuis 1 an et demi. Voilà. J'exagère depuis 1 an et demi. On va dire depuis plus d'1 an. Donc, côté ukrainien, c'est une catastrophe absolument terrible. Où là, maintenant, je ne vous apprends rien. C'est ce que moi j'appelle, on va dire, des attaques TikTok, des attaques de pure communication. Je vous dis depuis des mois qu'il n'y a aucun intérêt stratégique à faire ce qu'ils font, aucun intérêt tactique. Ils envoient leurs hommes au suicide, tout simplement pour dire, eh, regardez, on est encore vivant, et regardez, on avance encore. Alors certes, ils avancent, certes, ils plantent un drapeau, et ensuite ils fuient ou ils se font massacrer. Alors forcément, c'est pas très efficace. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire côté ukrainien, c'est vraiment triste et malheureux. Et j'ai même entendu dire des députés et sénateurs américains que c'était très bien que les Ukrainiens fassent la guerre jusqu'aux derniers Ukrainiens, car leur mort serait noble et ils seraient morts pour la démocratie et les valeurs occidentales. Vous imaginez, ça vient de la bouche de certains députés et sénateurs américains. Vous vous imaginez ce cynisme? Je n'ose pas croire que ces responsables politiques américains pensent un mot de ce qu'ils disent, ou alors ils ont le cœur en pierre. C'est pas possible. Plutôt, ils sont d'un cynisme extrême. Donc jusqu'aux derniers Ukrainiens. Et apparemment, c'est ce que la Maison-Blanche veut. Et tout dans les actes de la Maison-Blanche le prouve, jusqu'aux derniers Ukrainiens, jusqu'à ce qu'il y ait plus d'Ukraine. Voilà. Bon, maintenant passons aux attaques MS. Alors les attaques MS, moi à ma connaissance, j'insiste, à ma connaissance, il y aurait eu un lot de 12 qui a été envoyé, et pas plus. Encore une fois, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais moi c'est ce que j'ai pu lire. Donc 12 attaques MS de 1996 dont la portée est de 165 km, est-ce que ça va changer quelque chose? Non, bien évidemment, ce sont des jouets. Et le fait que les États-Unis aient donné ça à l'Ukraine est une énième preuve de l'abandon des États-Unis envers l'Ukraine. Parce que pour oser donner un si petit lot de si vieux attaques MS, vraiment la honte. La honte. Donc s'ils ont été envoyés, d'après les images de l'armée ukrainienne, je dis bien de l'armée ukrainienne, les Russes disent en avoir arrêté 3 sur les 6. Alors ce qui confirmerait le lot de 12 effectivement donné, puisque s'ils en avaient plus que ça, ils n'en auraient pas envoyé que 6. Ils en auraient envoyé beaucoup plus, ne serait-ce que pour submerger les systèmes antiaériens russes. Ça me semble logique. Et ensuite, on a cette histoire d'obus de 155 mm, donc pris aux Ukrainiens pour être donné aux Israéliens. C'est une véritable honte, tout du moins si on se met du côté ukrainien. Alors c'est vraiment une terrible avanie, une terrible humiliation côté ukrainien. Alors je ne sais pas comment Zelensky va prendre ça, mais à mon avis, il va être extrêmement frustré et extrêmement amer. Je le crois tout du moins. Bref, cette histoire d'obus montre encore une fois l'abandon des États-Unis envers l'Ukraine. Et attention qu'on ne se méprenne pas, hein. Le fait qu'il ait demandé au Congrès 105 milliards de dollars, dont 64,1 milliards de dollars à l'Ukraine, histoire de dire bon, au monde, bah regardez, l'Ukraine en a quand même beaucoup plus besoin que Israël
pour donner un semblant de rationalité dans sa décision, il ne faut pas se laisser leurrer. Vous vous imaginez une seconde que le Congrès va accepter 64 milliards de dollars à l'Ukraine alors qu'elle en a refusé 24 milliards précédemment? Alors franchement, si le Congrès accepte ça, je serais extrêmement étonné. Extrêmement étonné. J'attends de voir. Pour moi, selon mon humble avis, il n'y a aucune chance que ça passe. Par contre, les 14,3 milliards demandés pour Israël, ça oui, ça il y a de fortes chances que ça passe. Je suis beaucoup plus confiant là-dedans. Alors, tout ça, c'est pour noyer le poisson. Encore une fois, ce n'est que mon opinion. Car, bon, en fait, les États-Unis ont déjà abandonné l'Ukraine. Le coût des obus, le fait qu'il y ait une diminution constante en armement envers l'Ukraine. Et encore, hein, je vous en passe des vertes et des pas mûres. Il y a d'autres pays qui ont abandonné aussi, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Je vais vous donner quelques exemples. Tiens. Alors, on va commencer par le journal ukrainien Ukrainska Pravda du 18 octobre. Alors, Ukrainska Pravda, ça veut dire la vérité ukrainienne, hein, pour info. Alors, que lit-on en titre? L'Allemagne donnera la priorité aux exportations d'armes vers Israël. Et là, vous voyez l'image, drapeau allemand, drapeau israélien. Le gouvernement fédéral allemand donnera la priorité aux exportations d'armes vers Israël. Et les demandes commerciales des entreprises seront traitées et approuvées en premier. Il y a quelques jours, on a appris qu'Israël avait demandé au gouvernement allemand de fournir des munitions pour les navires de guerre. En outre, une demande a été formulée concernant la fourniture de sang, de donneurs et de gilets pare-balles. Le 10 octobre, on a appris que les États-Unis envoyaient une aide militaire supplémentaire à Israël, notamment des munitions et des intercepteurs pour le système Iron Dome. Après cela, le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, a annoncé son intention de livrer à Israël 2 drones Héron demandés, qui sont en service dans l'armée de l'air allemande. Voilà, Ukrainska Pravda, je peux vous dire que l'Ukraine doit être, encore une fois, je le répète, vraiment très amère. Ensuite, de MSN, on a l'Allemagne déploie des forces spéciales à Chypre face à l'escalade des tensions au Moyen-Orient, vu ce qui s'est passé à Gaza. Ensuite, on a The Guardian. Alors, The Guardian, il dit le Royaume-Uni va envoyer des navires de la marine et des avions espions pour soutenir Israël. Le Premier ministre britannique déclare que l'objectif est de soutenir les efforts visant à assurer la stabilité régionale et à prévenir une nouvelle escalade. On va pas tout lire, hein. La Grande-Bretagne enverra à partir de vendredi des avions de surveillance, 2 navires de soutien de la Royal Navy et une centaine de Royal Marines en Méditerranée orientale pour soutenir Israël et aider à prévenir toute escalade soudaine des combats au Moyen-Orient. Les vols de patrouille des avions Poséidon P-8 et d'autres avions commenceront vendredi, a annoncé Downing Street, chargé en partie de surveiller tout effort de transfert d'armes de pays comme l'Iran ou la Russie vers le Hezbollah au Liban. Les unités militaires et avions de combat britanniques existants, basés à la Royal Air Force Akrotiri à Chypre, sont également en alerte alors qu'Israël se prépare à une attaque terrestre attendue sur Gaza après l'attaque surprise de samedi. Vous voyez, on a même le Royaume-Uni qui s'y met. Donc, mais évidemment, États-Unis, Royaume-Uni, c'est la même entité, pourrait-on dire. Et on a toujours avec l'Angleterre, parce que c'est l'Angleterre, on dit Royaume-Uni à chaque fois, mais en fait, on parle de l'Angleterre, bien sûr. Alors là, c'est carrément du gouvernement anglais, site du gouvernement anglais. Communiqué de presse, le Premier ministre déploie des militaires britanniques en Méditerranée orientale pour soutenir Israël. Le Premier ministre a déployé l'armée britannique en Méditerranée orientale pour soutenir Israël et renforcer la stabilité régionale. Vous voyez, les avions de surveillance de la Royal Air Force commenceront aujourd'hui leur patrouille pour aider les partenaires à suivre les menaces émergentes.
Un groupe de travail de la Royal Navy sera déployé en Méditerranée. Bon, les équipes militaires renforcées dans toute la région. Voilà. Bon, bref, tout est donné à Israël, comme vous pouvez le voir. Donc, on a États-Unis qui commencent à abandonner l'Ukraine. On a l'Allemagne et l'Angleterre qui, eux, ça y est, déjà, ils savent plus ce que c'est l'Ukraine. Voilà, ils se préparent pour aider totalement Israël. Bon, bah, concernant l'Ukraine, un malheur s'empile sur un autre malheur et c'est sans fin comme ça. Ça n'arrête pas. Pour ceux qui me suivent assidûment, vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais dit que la Chine arrêtait de vendre des drones à l'Ukraine, ainsi que tout composant électronique tournant autour des drones. Alors vous imaginez la catastrophe pour l'Ukraine. Sans compter là l'humiliation de l'Ukraine avec les pauvres attaques MS des années 96, ridicules, d'une portée de 165 km, en plus 12, vraiment, autant rien envoyer, hein, c'est moins humiliant. Bref, tout s'empile, les malheurs s'empilent sur l'Ukraine, c'est la fin, tout le monde le sait. Là, bon, bah, les Ukrainiens, malgré tout, continuent à envoyer des petits groupes de militaires gesticuler pour la communication uniquement. Et même la communication, ils l'ont perdue à cause des événements tragiques à Gaza. Donc, et en Israël, il ne faut pas oublier les deux pays, puisque Israël, bien évidemment, a été le premier pays à souffrir d'un acte terroriste, hein, quand même. Mais bon, bref, voilà, ce qui s'est passé en Palestine, en Israël, c'est une tragédie. Et évidemment, ça a pris le pas bah, sur toutes les informations concernant l'Ukraine, qui en est vraiment meurtrie. Parce que je ne cesse de le répéter, la communication, c'est tout pour l'Ukraine. Ils n'ont que ça, que ça, que ça. Et depuis toujours. Car faut pas se leurrer, la grande offensive du 4 juin 2022, c'est de la diversion, c'est de la gesticulation. Alors bon, on pouvait éventuellement peut-être croire à une percée si les fameuses 12 brigades d'environ 3000 hommes avaient été concentrées en un point, c'est-à-dire en direction de Rabotino, ensuite piqué sur Tokmak, ensuite Mélitopol, enfin la mer d'Azov. C'était le plan annoncé pendant 7 ou 8 mois par les médias. Voilà. Donc si l'Ukraine avait fait ça, et que d'ailleurs s'évertuait à demander le Pentagone à l'Ukraine, bah, s'ils avaient fait ça, peut-être avec 48 000 hommes en un point, il y avait une possibilité. Et encore, sans appui aérien, je vois vraiment pas comment, hein. Les 48 000, pour moi, ce n'est que mon humble avis, se serait fait massacrer. Mais bon, parce que évidemment, euh, imaginez-vous ces 48 000 hommes avec ces blindés essayer de franchir les quatre lignes de Soulovikine, sans compter une cinquième, parce qu'en fait, Tokmak est complètement entouré à 360 degrés de cette fameuse ligne de Soulovikine. Bref, même 48 000 hommes, sans appui à rien, hein, je dis bien sans appui à rien, dans un champ de mines barbelé, tranché anti-char, dans le dragon, pour moi c'était impossible. Impossible. Mais bon, bref. Donc depuis lors, bah, les Ukrainiens sont fâchés avec le Pentagone. Ils ont dit non, on fera pas ça, parce qu'on a quand même environ 900 km de front à garder quand même. Donc nous, à la percée, bon, limite, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est qu'on garde la ligne de front. Ils ont fait ce choix, qui n'est pas un choix idiot en soi, mais qui condamnait l'Ukraine à ne jamais pouvoir faire de percée. Voilà. Après, c'est un choix, hein. Je dis pas que c'est un mauvais choix, hein. Je dis pas que c'est un bon choix non plus. Après, il faut savoir ce qu'on veut, hein. Bref, donc le fait que l'Ukraine ait entre guillemets trahi le Pentagone en ne faisant pas cette percée tant demandée, eh bien à mon avis le Pentagone l'a eu mauvaise. Ben, entre autres évidemment c'est pas ça qui a fait que les États-Unis ont abandonné l'Ukraine, hein, c'est pas ça. Mais ça s'est ajouté, on va dire, c'est la cerise sur le gâteau. Bref, bref.
Là, en plus, on a tous les signes qui montrent, bon, bah ça y est, États-Unis, Angleterre, Allemagne, ça y est, qu'abandonnent clairement l'Ukraine pour aider Israël. Et ça tombe très bien pour eux. Ça tombe très bien. Fallait une excuse pour abandonner pleinement l'Ukraine. Eh bien, Israël, là, ça tombe parfaitement bien. Pour les États-Unis, le timing est parfait. Voilà, parce que ça fait 1 an en gros qu'ils font semblant d'aider l'Ukraine pour que les États-Unis perdent pas trop la face trop rapidement. Voilà, comme je vous le dis depuis plus d'1 an d'ailleurs, hein, pour ceux qui me suivent encore une fois, les assidus, eh bien, vous pouvez en témoigner vous-même. Bon, bref, tout ça est ridicule sur le plan militaire et stratégique. C'est que de la communication pour que les États-Unis perdent pas trop la face trop rapidement. Je le répète. Donc la diversion d'Israël est absolument parfaite. Ça tombe très bien pour les États-Unis qui vont pouvoir larguer l'Ukraine de manière entre guillemets naturelle, va-t-on dire. Bon allez, j'arrête là parce que encore une fois je suis trop long. On va passer à la carte militaire. Alors voici la carte militaire. Alors, comme d'habitude, je le rappelle, c'est une carte faite par les Ukrainiens. Donc les contours sont à prendre avec des pincettes et avantage bien évidemment le côté ukrainien. Comme d'habitude, on va commencer par le sud. Et là où il s'est passé quelque chose, c'est à droite du pont d'Antonovka, qui est ici, et principalement à côté de la ville de Prydriplovsk. Alors à côté de la ville de Prydriplovsk, c'est-à-dire ici, il y a eu une offensive ukrainienne amphibie, ils ont traversé le Dniepr. Donc là, vous pouvez voir, c'est un peu marécageux. Donc c'est une zone très difficile à franchir, sans compter qu'il y a plusieurs centaines de mètres de fleuve à traverser. Le Dniepr est extrêmement large et donc ça a dû être très difficile pour eux de traverser. En tous les cas, ils ont parcouru tout ce chemin, les Ukrainiens, et ils se sont fait massacrer. Il y a une partie évidemment qui a été refoulée vers le Dniepr, mais évidemment ils n'ont pas pu traverser, puisqu'ils étaient pas pourchassés, pourrait-on dire, mais ils étaient bombardés donc, par l'artillerie, mais ils étaient attaqués par les drones et les hélicoptères Ka-52, comme on l'a vu dans une vidéo. Donc ça a été très dur pour les Ukrainiens qui ont fait une grosse attaque amphibie, mais qui s'est terminée comme elle devait se terminer. C'est pas avec quelques dizaines d'hommes et en plus sans blindés, c'est-à-dire uniquement avec des fantassins, qu'ils allaient faire quelque chose, bien évidemment, bien évidemment. Enfin bref, ça c'était pour le côté sud dans l'oblast de Kherson, donc c'était ici. Là où il s'est passé quelque chose, c'est dans la zone d'Orirov, ici, donc dans l'oblast de Zaporojye. Donc dans la zone d'Orirov, et bien là, ils ont tenté quand même, encore une fois, ils ont tenté donc une attaque. Donc ils sont venus de Rabotino, ils ont piqué vers Bové, ici, et ils se sont fait éliminer ici, hein, dans cette zone-là. Je sais pas très exactement, je sais juste que c'est à gauche de Verbové. Faut savoir que la ligne Soulovikine est là, donc en gros ils se sont arrêtés à la ligne Soulovikine où ils se sont fait massacrer. Donc en gros ils sont arrivés par le nord comme ça, ils sont allés vers Rabotino, ils ont piqué vers Verbové et c'est là que ça a vraiment chauffé. Et c'est toujours la même, c'est toujours le même schéma d'avancée. Ils vont vers Rabotino, ensuite ils vont vers Verbové et puis évidemment ça s'arrête là comme d'habitude. Alors il y a quelques semaines, ils ont fait, paraît-il, une petite percée derrière les lignes de Soulovikine. Bon, voilà, ils ont parcouru quoi, même pas quelques centaines de mètres, ils se sont fait éliminer. Bon, évidemment, c'était qu'une poignée d'hommes, bien sûr. Voilà. Alors, autre information, donc Ougledal, Malinka, il se passe rien.
Sauf que les Russes avancent toujours. Je vous rappelle que les Russes avancent sur tout le front. Alors lentement, mais sûrement, c'est toujours de manière incrémentale. Là où il s'est passé des choses, bien sûr, c'est dans le fameux chaudron d'Avdiivka. Alors là, évidemment, la carte est fausse, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. En fait, la pince russe va jusque-là, elle est remontée encore plus. Là, maintenant, on peut dire qu'elle est là. Donc tout ça, exactement, ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Tout ça, c'est russe. Tout ça, là, c'est russe. Ils ont fait une avancée. Là, au nord, ils ont été bloqués, apparemment. Alors là, dernièrement, j'ai eu des informations contradictoires. En fait, là où ils ont été bloqués, bah, c'est dans certains rapports Telegram qui le disaient. Il y en a d'autres qui disent non, non, c'est faux, ils ont continué à avancer dans le nord. Alors je ne sais pas lesquels croire. Bon, je vais rester sur le premier état, c'est-à-dire qu'ils ont été arrêtés, quoi, que les Russes ont été arrêtés. Ça bombardait donc d'ici, les Ukrainiens bombardaient avec l'artillerie. Et ça, apparemment, ils ont bombardé tellement intensément que ça les a arrêtés. Je rappelle qu'il y a d'autres rapports qui disent que c'est faux et qu'ils ont avancé. Bon, qui y croire, évidemment, on ne peut pas le savoir. Par contre, consensus dans les rapports, ils ont bien avancé sur la pince sud. Donc la pince sud, en fait, les Russes sont là. Donc je rappelle qu'il y a des arrivées ukrainiennes, de forces ukrainiennes au nord ici et ici. C'est-à-dire qu'ils arrivent comme ça, ce qui permet à Avdiivka de tenir. Parce que s'il n'y avait pas les renforts du nord et du sud, Avdiivka, à mon avis, serait encore en plus grosse difficulté et tomberait rapidement. Mais c'est pas le cas. Donc Avdiivka, c'est extrêmement important pour les forces ukrainiennes et c'est pour ça qu'il y a tous ces renforts. Alors évidemment, au détriment de la ligne de front nord et de la ligne de front sud côté ukrainien. Ah oui, évidemment, c'est comme ça. Bien sûr, Bakhmout, hein, on en revient toujours à Bakhmout, qui s'appelle maintenant Artyomovsk. Je tenais à le dire, parce que Bakhmout est russe, totalement russe. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les Ukrainiens ont fait une avancée au sud de Klitschivka. Ils ont fait une avancée ici, très précisément. Donc ils ont avancé un tout petit peu. À l'image des Russes qui avancent d'ailleurs. Donc ils ont pris quelques centaines de mètres. Apparemment, bon, ça fonctionne bien pour eux de ce côté-là, côté ukrainien. Et j'ai envie de vous dire, voilà, voilà ce qui s'est passé sur le front, sur Kupiansk. Alors là, je ne sais pas, je ne comprends pas moi-même. Les Russes n'avancent plus, donc ils avancent partout, mais sur Kupiansk, alors je sais pas. Est-ce qu'ils n'arrivent pas à atteindre la ville parce il y a eu un moment tellement de renforts de Kiev vers Kupiansk que bon bah c'est très difficile. Je sais pas, alors qu'ils avançaient régulièrement, là ça s'est arrêté. À moins que les Russes aient décidé bah, de faire une guerre d'attrition habituelle et d'attendre que l'énorme armée russe qui est présente sur tout ce front-là soit fin prête avant d'attaquer. Est-ce le calme avant la tempête? Alors je ne le sais pas, je ne le sais pas moi-même, les rapports sont trop contradictoires, là j'ai vraiment de tout. Alors les rapports que je lis sont des rapports à très grande majorité pro-russes, qui viennent des Russes. Je lis très peu de rapports ukrainiens, tout simplement parce que les Ukrainiens publient quasiment pas sur Telegram. Voilà, et que toutes les infos que tout le monde a viennent de Telegram, faut dire ce qui est. Hein. Je parle de tout le monde, hein, tous les connaisseurs du monde entier. Hein. C'est sur Telegram qu'on a nos informations. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire côté carte militaire à ce jour au 21 octobre. Voilà, c'est fini. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, ça me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne qui s'appelle Réinformation sur le monde sur YouTube
et qui s'appelle Analyse du monde sur Odyssée et Rumble. Analyse du monde étant le véritable nom de ma chaîne. Voilà, et comme toujours, bien sûr, soyez curieux.